Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver, heureux d'intervenir ici à la Cité avec nos amis, ces invités que je vais vous présenter dans un instant. Alors, qu'est-ce que l'audace vue d'ailleurs? Comment voit-on ailleurs dans le monde notre éventuelle façon à nous, Français, d'être audacieux? Le sommes-nous d'ailleurs encore, en tout cas aux yeux des autres? Voilà un peu ce que nous allons essayer de traiter avec vous, puisque le jeu de la Cité... c'est ce dialogue, cet échange avec la salle aussi. J'espère que vous interviendrez. Question plutôt courte pour que je puisse à plusieurs reprises prendre une série d'interventions de votre part. Et puis avec les étudiants qui sont ici, qui ont préparé ce débat, les étudiants, une étudiante de l'UTC Compiègne, une école d'ingénieurs, ou de l'ISIT, je crois, qui est une école de traduction, s'y tombe bien, eu égard à notre débat aujourd'hui. Et puis, bien sûr, nos invités que je vous présente immédiatement. Et d'abord les représentants en France, de 2 grandes nations que sont le Japon et la Norvège. Leurs Excellences l'ambassadeur Yoichi Suzuki qui est à ma droite et puis Ralph Einar Fife qui est ambassadeur de Norvège.
un patron avec nous, un patron français d'un groupe assurance mutualiste et qui devient un groupe international doucement avec l'Europe de l'Ouest, le groupe Covea dont vous êtes le PDG, Thierry Deray, un de nos grands intellectuels. Je dis un de nos grands parce que même s'il est britannico-américain, au départ, il est français, de culture aussi. Ezra Suleiman, vous êtes professeur de sciences politiques à Princeton, associé aussi à Sciences Po, grand spécialiste de l'Europe, observateur de la culture et observateur critique de la société française. Je vais revenir vers vous dans un instant pour la première question, si vous permettez, mais je voudrais tout de même rajouter quelques petits éléments de présentation de nos invités étrangers, si j'ose dire, que vous êtes d'abord, Monsieur Suzuki, vous êtes ambassadeur en France depuis 2013, vous étiez ambassadeur à Singapour, vous êtes allé en poste pour la diplomatie japonaise dans laquelle vous êtes entré en 1977 aux États-Unis aussi, et puis vous êtes soucieux, vous nous le présenterez peut-être en détail, de pousser les échanges culturels notamment, et avec la France en particulier, dont vous dites que c'est une des nations privilégié dans les relations avec le Japon. Monsieur Raffaele Fife, vous êtes assez atypique, il faut bien le reconnaître, parce que vous êtes un Norvégien qui quand même a un bac français. Vous avez fait vos études en Italie d'abord, en France ensuite. Ça vous a presque dégoûté de travailler à l'étranger. Vous êtes dit jamais je ferai de diplomatie. Vous êtes ambassadeur aujourd'hui, c'est quand même un comble. Et vous venez de présenter vos lettres de créance à François Hollande. Donc vous êtes tout jeune ambassadeur ici chez nous et presque c'est un retour au bercail en quelque sorte. Thierry Deray, vous êtes avocat au départ, avocat pénaliste, parce qu'après tout avocat des affaires dans l'assurance on pourrait se dire c'est normal. Non, vous êtes avocat pénaliste, latiniste, passionné de l'histoire de l'Antiquité par exemple, et puis vous êtes aujourd'hui à la tête de ce groupe qui a quand même, j'y reviendrai dans un instant, 405% de solvabilité, ce qui est assez rare aujourd'hui. Bon, on va voir si c'est la gestion perd tranquille ou si c'est preuve d'audace, je ne sais pas. En tout cas, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on nous voit ailleurs et qu'est-ce que c'est finalement que l'audace dans le monde ailleurs, dans d'autres cultures, Ezra Suleiman. Est-ce que vous pourriez, si vous permettez, commencer à introduire en quelque sorte, je vous en prie, en nous disant, vous qui avez un pied d'un côté de l'Atlantique et un pied ici, sur le vieux continent, comment on voit dans le monde cette notion d'audace, et pour vous aujourd'hui, où est-ce que l'audace a encore du sens? D'abord, c'est quoi l'audace? C'est vraiment ça, c'est-à-dire, être audacieux. Je suis très impressionné par la Cité de la Réussite cette année. Je suis toujours impressionné par la Cité de la Réussite et j'ai souvent participé. Mais je pense que cette année, vous savez, par exemple, ici, comme dans tous les amphis, il n'y a pas un siège qui est libre. Et je me suis posé la question, ça m'a vraiment frappé, et je me suis posé la question, qu'est-ce qui est différent cette année des autres années? Et je reviens au mot d'audace. Comme on est quand même tous, pas uniquement de la France, en crise, soit économique, soit politique, soit les deux, soit religieuse, soit ethnique, etc. Quand même beaucoup de problèmes qui se combinent. Et alors, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, le mot audace donne des signes ou signifie presque des réponses à cette crise. Ayons l'audace et on va résoudre les problèmes, essentiellement. Je ne pense pas que c'est articulé comme ça, mais je pense que subliminalement, c'est essentiellement ça. Et être audacieux n'est pas prendre des risques quotidiens. Par exemple, on parle souvent des risques des entreprises. Quand ils conquérir les marchés, il y a un certain nombre de questions qui vont être posées là-dessus par les étudiants. C'est des questions très légitimes. Mais est-ce qu'une entreprise ne fait pas ça tous les jours? Donc, c'est quelque chose que j'appelle, pas péjorativement, assez banal. C'est-à-dire, quand on fait notre travail, on ne peut pas, à ce moment-là, on peut dire, oui, on le fait plus ou moins bien, mais on ne peut pas demander d'être
compenser d'une manière ou d'une autre parce qu'on le fait bien. On s'attend ça de nous. Donc, on s'attend d'une entreprise qu'elle constamment fait des concurrences pour une plus grande part de marché, pour être plus performant, pour que ses actions augmentent, etc. Donc, ce n'est pas ça que j'appelle l'audace. Ça ne demande pas d'audace. Ça demande de faire ce qui est normal. Alors, on prend tous les jours, et les entreprises aussi, comme toutes les institutions, comme tous les individus, des risques calculés. OK? Donc, ça, c'est aussi normal. J'ai souvent remarqué que les plus héroïques et les plus audacieux, historiquement, et peut-être même aujourd'hui, c'est-à-dire si vous prenez Gandhi, ou si vous prenez Staline, ou si vous prenez Hitler, ça c'est, ils ont eu de l'audace. Donc c'est effectivement, l'audace peut être péjorative ou positive. Ce n'est pas toujours positive. Et donc, je pense que c'est employé dans le sens, évidemment, et on s'attend que ça soit toujours positif. Ce n'est pas le cas. Mais pour beaucoup des gens qui étaient audacieux et qui ont, que ce soit la sœur Emmanuelle, que ce soit la mère Thérèse, que ce soit Gandhi, etc., je vois mal ces gens étant devant leur glace le matin pour dire qu'est-ce que je suis audacieux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très organique chez eux. C'est comme ce qu'on appelle les justes. Les non-juifs qui ont sauvé des juifs à grand risque à leur vie et à leur famille. Et quand on leur demande, chaque fois, quand on leur demande comment est-ce que vous êtes devenu un héros comme ça, et les gens très souvent sont très simples, paysans, agriculture, tout ce que vous voulez, les gens vraiment très simples disent mais je ne comprends pas votre question. C'est naturel. Je ne me voyais pas comme un héros, je faisais ce que je devais faire, ou ce que je pouvais. Enfin, c'est tout. J'ai sauté pour sauver l'enfant, c'est tout. Et donc, je pense que il y a quelque chose qui est assez, comme j'ai dit, le mot, peut-être ce n'est pas le mot juste, assez organique. Alors, à mon sens, tel que je comprends le mot audace, personne n'a un monopole, aucun pays n'a un monopole, aucune organisation n'a un monopole. On peut le trouver un peu partout, à des moments différents, parmi des gens différents, dans des contextes différents, etc. Elle n'a pas, comme je disais tout à l'heure, des significations positives. Maintenant, tu m'as demandé de dire un mot sur où est-ce qu'on le trouve, pourquoi on ne le trouve pas en France. Ou non, mais aujourd'hui, quel est le continent qui ferait, ou les nations qui sont à vos yeux les plus audacieuses? Et à l'inverse, sommes-nous encore, nous, dans une démarche où l'audace prime? La France a montré au fil de son histoire qu'elle a eu des moments d'audace folle qui ont amené une forme de modernité et de progrès. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Vous qui avez noté nos schizophrénies dans un livre. Je pense qu'il est très difficile de dire qu'un pays a l'esprit ou la volonté de l'audace si elle a par exemple, une loi où le principe de précaution est inscrit. Je trouve premier constat, donc ça, clairement, c'est premier constat négatif. Ou en tout cas, je trouve qu'il y a les risques calculés des organisations, des individus, des entreprises, et il y a également des risques que nous prenons tous les jours à tous les niveaux, qui est des risques calculés. Il n'y a pas, la vie est faite des risques, plus ou moins grands. Okay? Quand on parle de très grands risques, à ce moment-là, je pense que là, ce n'est pas encouragé par le principe de précaution, par exemple. Bon. C'est-à-dire, le principe de précaution dit pas de risque à aucun prix. Donc, je termine juste un dernier mot. Les gens qui ont eu l'audace, par exemple, qu'on a vu, ce sont souvent
j'appellerais presque fanatique. C'est-à-dire, si vous prenez un Mark Zuckerberg, si vous prenez un Steve Jobs, c'est-à-dire, ce sont des visionnaires. Et pas uniquement des visions, mais en fait, des gens qui poursuivent jusqu'au bout leur but. Donc, je trouve que le principe de précaution en France empêche en fait l'audace. D'abord, on n'aime pas ceux qui subissent des échecs, tandis que dans d'autres cultures, l'échec, ça fait partie de la carrière. Ça vous améliore même. En France, on veut plus entendre de vous si vous avez connu l'échec. Ouais. Donc, il y a des différences culturelles, mais on peut revenir. Je m'arrête là. Merci de cette intervention ou de cette introduction qui pose déjà des éléments qui ne concernent peut-être pas que la France. Alors vous n'avez pas, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas au Japon inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Grand bien vous fasse si on comprend ce que nous dit Ezra Suleiman, mais le Japon, je m'interroge sur le Japon aujourd'hui, est souvent perçu en France comme une nation qui nous a amené l'électronique, qui l'a développée, qui a été moteur dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'est remis de ses travers et de l'état dans lequel il était après sa défaite, pour être un des moteurs du monde. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde le Japon, je me dis, mais est-ce que c'est pas un peu la France de l'Asie? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas ce pays riche qui a été moteur, mais qui aujourd'hui est un peu sur ses acquis et qui ne serait plus audacieux du tout? Je ne dis pas que la France n'est plus audacieuse du tout, pardon, mais enfin qu'il l'est beaucoup moins, quoi. Hein, comment voit-on l'audace de chez vous et comment nous regarde-t-on? Merci Thierry. Comme vous avez dit, le Japon est reparti de zéro après la Seconde Guerre mondiale. Bon, on a dû rebâtir tous, donc on a montré beaucoup d'audace. C'est vrai que nous avons rebâti, nous avons réussi à créer un modèle qui était une grande réussite pour le Japon. Le Japon est devenu la deuxième puissance économique dans le monde. Nous avons aussi trouvé une façon de vivre avec la communauté internationale, avec une politique qui est basée sur la notion de paix, de pacifisme. Et nous avons créé une nation, un État qui était économiquement fort, politiquement très stable. Et là, dans les années 90, vers 97, 98, nous avons connu ce qu'on appelle l'éclatement de bulles. Et en termes nominaux, le PIB du Japon était plus grand en 1997 qu'aujourd'hui. On a encore du mal à revenir au niveau de 1997 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a perdu presque 2 décennies et on était à la recherche de l'audace qu'on a perdue quelque part. Et c'était un long processus de retrouvailles, de redécouverte de l'audace. Et en 2011, qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Le Japon a été frappé par un grand tremblement de terre, de tsunami et l'accident de centrale nucléaire de Fukushima. J'étais très encouragé de trouver que mes compatriotes, par exemple, ceux qui travaillaient à la centrale nucléaire de Fukushima, ont trouvé l'audace. Ils ne craignaient pas leur vie, ils sont allés sauver la centrale, ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils pensaient que c'était plus important pour sauver le pays, pour sauver la centrale, que de s'enfuir, de sauver leur vie. Nous avons aussi trouvé que les gens qui ont été sévèrement touchés par les triples sinistres ont montré la ténacité de revenir. Le Japon, en un mot peut-être, on peut dire que le pays entier s'est dit, nous, on était perdus pendant 16, 17, 20 ans à la recherche de l'audace. Le Dieu nous a frappés avec un coup très dur de dire « Réveillez-vous, il faut recommencer ».
Et on peut dire qu'on était un peu, disons, le prisonnier de notre propre réussite. On avait peur de changer, de se transformer. Entre-temps, beaucoup de choses sont passées. On ne peut pas rester au même niveau, même si on voulait, si on ne fait rien. Et c'est l'expérience qu'on a vécue pendant les 20 dernières années. Et on est en train de revenir de ce triple choc que la nature nous a infligé. Vous êtes en train de nous dire finalement que, vous nous avez dit clairement, on peut être prisonnier de sa réussite, et que finalement ce choc, ce triple choc, est salvateur en partie pour la culture japonaise, ou en tout cas pour la nation japonaise. Oui, on peut dire, il y a une question, est-ce que la différence de culture joue sur la notion de l'audace? Effectivement, au Japon, oui, l'audace est très étroitement liée avec la nature, la notion de nature, le contrôle de nature. On est, disons, sujet de la nature. Voilà. Il ne faut pas que je sois trop complaisant quand même. C'est audacieux, finalement, de relancer son programme nucléaire après ce qu'on a vécu? C'est ça l'audace? Oui, l'audace, vous pouvez dire aussi, relancer le programme nucléaire, peut-être, oui, vous pouvez dire que ça fait partie de l'audace qu'il faut que nous montrions, parce que, d'une part, nous savons fort clairement que sans l'énergie nucléaire, nous ne pouvons pas rester où nous sommes, ou même aller en avant en même temps. Avec l'expérience de Fukushima, on est déterminé de ne pas répéter la même chose. Donc là, c'est quelque chose d'assez difficile, mais il faut montrer l'audace. Mais l'audace, le professeur Suleiman a dit, le risque calculé n'est pas une audace. C'est normal. C'est normal. C'est normal, mais il faut dire qu'en même temps, l'audace dans le sens positif, il y a un élément de calcul qu'on ne peut pas ne pas abandonner. Alors, Excellence, j'ai envie de vous dire, alors vous êtes vraiment sans doute un des pays les plus heureux aujourd'hui. Quand on est assis sur un tas d'or, comme la Norvège l'est, du gaz, du pétrole, à ne savoir qu'en faire, qu'on peut se permettre de dire à l'Union européenne, bon non, on ne va pas entrer dans l'Union, vous n'y êtes pas, et pourtant vous êtes quand même un peu dans l'Union, puisque m'avez-vous dit ce que j'avais omis, dans l'espace Schengen. Bon, on peut voyager librement de chez vous vers chez nous, mais pas dans la zone euro, bon, bref. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, c'est facile d'être audacieux quand on est assis sur un tas d'or. Comment est-ce qu'on voit l'audace en Norvège? Merci Thierry. Je comprends que sur la base de votre question, quelle audace de ma part de me présenter ici chez vous et de répondre à votre invitation. Et ce qui me frappe, c'est que la langue française a une telle richesse de connotations et de subtilité, parce que la façon dont vous prononcez un mot peut impliquer deux significations différentes. Lorsque vous dites audace, quelque chose ou quelqu'un est audacieux, ça peut rimer avec astucieux, ça veut dire intelligent, ça peut dire saisir l'occasion, la chance, la possibilité, ça peut dire innover. Mais en français, si on dit « mais quelle audace !» Quelle audace! Ça veut dire, mais quel culot, quelle impudence, quel crétin! Alors je me demande où vous me placez, mais... À la Comédie Française, en tout cas, vous auriez pu avoir une grande carrière. Mais si nous faisons un choix et nous pensons à l'audace dans le sens qui a été visé par les deux intervenants, c'est-à-dire l'intelligence, la créativité, l'innovation, où les antipodes pourraient être la tradition, pourrait être le respect de ce qui existe, du consensus, des structures existantes. Je pense que mon collègue japonais, son Excellence M. Suzuki, a dit quelque chose d'en fait très émouvant. Est-ce qu'une crise telle que le tsunami de la région de l'Est du Japon est une crise qui devient un fardeau qu'il faut subir, ou est-ce que c'est une opportunité qu'on peut saisir aussi au sein de la crise? Est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on peut mobiliser? Et
il y avait l'autre soir un événement à l'Institut de culture du Japon où le Japon et la préfecture d'Iwate ont bien documenté qu'il est possible, au sein de la crise, de mobiliser d'une façon très audacieuse. Du côté norvégien, je pourrais dire que, évidemment, on aurait pu demander aux géologues auxquels on a demandé aux alentours des années 65, est-ce qu'il y a une possibilité quelconque de trouver des gisements de pétrole et de gaz en mer du Nord? Il a dit non. Il n'a pas eu le prix Nobel, celui-là. Hein. Non. Le ministère des Affaires étrangères lui a demandé, mais vous êtes absolument sûr? Ils ont demandé de façon officieuse. Et il a répondu, je suis tellement sûr que je peux vous garantir que si vous trouvez une goutte de pétrole, je veux la boire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce monsieur. Donc, et puis, quelque chose qui est audacieux, ça peut être, pour moi, l'audace, c'est le courage. C'est le courage d'être à l'écoute, le courage, pas nécessairement seulement un courage individuel. Dans notre mythologie, notre héritage norvégien, c'est les explorateurs polaires, c'est la découverte des mondes nouveaux, c'est le risque, c'est assumer le risque. Mais le courage, c'est aussi d'aborder le dialogue pour atteindre un consensus. Et ce dont je suis le plus fier comme représentant ou fonctionnaire norvégien, représentant du gouvernement norvégien, c'est le fait qu'on ait réussi à établir un consensus de ne pas utiliser les recettes de nos exportations de pétrole et de gaz. On utilise un certain pourcentage, c'est 4% de la value accrue. Le courage, c'est de dire, nous savons que le pétrole, ça dure seulement quelques décennies. Il faut penser aux générations futures. Donc, on a investi dans ce fonds souverain. Tout ça dans un fonds souverain transparent, avec un conseil d'éthique qui peut intervenir avec des conseils sur la façon de faire. Ce fonds est indépendant du gouvernement, mais qui, en fait, ce dont je suis fier, c'est le fait qu'on puisse avoir pu négocier parmi les partis politiques norvégiens une sorte de consensus de ne pas créer d'effet inflationniste en Norvège, d'investir tout cet argent à l'étranger, notamment en France, et de penser au fait que les retraites, ça coûtera beaucoup d'argent. Donc il y a plusieurs façons d'être audacieux. Mais pour répondre à votre question un peu provocatrice, je sais que votre rôle est d'être agent provocateur. Mon rôle, c'est d'être diplomate. Donc la langue de bois. Mais je pense pouvoir dire que les Norvégiens sont européens. Les Norvégiens font partie de l'espace économique européen. Ils adoptent 90-95% de toutes les directives et règlements provenant du Conseil de l'Union. Faisons partie de l'espace Schengen. Nous participons aux opérations militaires de l'Union européenne. Il y a certains membres de l'Union européenne qui ont des clauses constitutionnelles qui empêchent cette participation. Ouais. Vous le faites alors que vous n'êtes pas dans l'Union, mais le Danemark ne le fait pas alors qu'il est dans l'Union. Par exemple, mais non, mais c'est vous le diplomate, donc moi je le dis. Mais... C'est votre rôle de dire n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, puisque nous sommes en France, je crois que notre approche, c'est de se demander comment est-ce que le génie français, parce qu'il y a un génie français, comment est-ce qu'il s'adapte à l'innovation? Parce que tous nos pays sont soumis à une compétition et concurrence énorme. Et il faut établir des bases aussi robustes que possible pour prendre en compte les besoins de la jeunesse et les nécessités de l'avenir. Donc il faut de l'innovation, c'est de l'innovation qu'il faut introduire à tous les niveaux. Ce n'est pas une question qui est le monopole des élites. L'innovation, l'audace, ça se pratique à tous les niveaux. Moi, ma théorie que je voudrais lancer ici, c'est que la paresse, c'est un signe d'intelligence. C'est un signe d'intelligence. C'est dans le génie français, ça, vous voulez dire? Non. Non, au contraire. Je dirais que des inventions, une façon innovative de faire, sont souvent le résultat de quelqu'un qui se dit « mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci de telle façon ?» Il faut maintenant réfléchir à la simplification, par exemple.
c'est un signe de paresse intelligente. Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier parce que j'évoquais, vous pouvez saluer de vos applaudissements si vous le souhaitez. Et vous êtes quand même, je dois dire, là, il faut que je le reconnaisse, assez fin, parce que dans la façon dont vous m'avez aidé à me tourner maintenant vers le français de l'aréopage, c'est-à-dire en évoquant le génie français, voilà, pour interpeller le chef d'entreprise français qui est là. Alors d'abord, Thierry Deray, cette idée norvégienne, qui est une forme d'audace, il faut bien le reconnaître, qui est quand même assez fantastique d'avoir collectivement, opposition, majorité comprise, elles ont changé en Norvège aussi, choisi de ne pas dilapider le trésor. Vous, le mutualiste, ça doit vous parler. En même temps, comment, avec cette question évoquée par Ezra Suleiman de façon très pertinente, qui est que nous sommes un peu sclérosés, notamment avec ce symbole, ce qu'il symbolise, notre sclérose, c'est ce principe de précaution inscrit dans la Constitution. Comment vous, chef d'entreprise, qui quand même cherchez à vous développer, et qui pourtant êtes le gestionnaire des actifs un peu pépères de nos patrimoines respectifs, pour nous payer nos assurances-vie, par exemple, comment vous voyez cette notion d'audace ? Alors, tout d'abord, je vais réagir en tant que Français. Bien. L'heure est grave. L'heure est grave parce que, en écoutant les trois intervenants qui m'ont précédé, m'est venue à l'esprit l'idée que nous sommes à l'entrée de la crise qui a frappé le Japon et qu'il va falloir essayer de trouver des remèdes, des solutions pour que, dans la mesure du possible, cette situation ne s'installe pas durablement en France. La crise économique, d'il y a 20 ans. Tout à fait, principalement économique. Une vingtaine d'années au Japon, essayons d'abréger cette crise. Et puis, toujours français, donc le français, évidemment, regarde devant lui, mais aime bien à se comparer avec celui qui est à côté de lui, sous un principe relativement simple, énoncé par Jules Renard, il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il savoir que les autres sont malheureux. C'est pas le norvégien, c'est pas le cas, il est à côté pourtant. J'y viens. La Norvège, avec cette pratique qui consiste à thésauriser les revenus du pétrole, est un peu, me semble-t-il, en train de marcher sur les brisées qui ont été celles d'abord du Japon, il y a plus de 20 ans, aujourd'hui celle de la France, qui est quand même un pays où le taux d'épargne a un niveau absolument exubérant, où le patrimoine des Français représente 11 600 milliards d'euros, ce qui d'ailleurs, par rapport à notre endettement, nous met encore en situation de persévérer dans l'émission d'obligations d'État. Là, c'est l'assureur qui parle. Et donc, finalement, en entendant tout cela, je me dis la France, elle est un peu entre les deux, elle est entre le Japon et la Norvège. C'est une position, après tout, que nous pouvons tenir. Ce que je pense aussi sur la notion d'audace en France. Il y a des domaines dans lesquels l'audace rencontre un gentil assentiment. Par exemple, en art. Ça fait un peu de bruit, ça fait des articles, ça fait des polémiques. Par exemple, en sport, on voit se multiplier les sports de l'extrême. Kitesurf, planche à voile, sans planche, plongeon à genoux, enfin des trucs. On est émerveillé devant nos écrans de télévision, et là, est souligné le caractère audacieux de telles entreprises. Et puis d'un seul coup, on arrive à un endroit beaucoup plus sensible, parce que ces zones concernent cette fois-ci non plus tel ou tel individu, non plus tel ou tel champion, mais la collectivité. Et là, on rejoint ce qui a été évoqué par le professeur Suleiman, c'est le principe de précaution, dont finalement le champ d'application est principalement dans les zones que sont la science, largement entendue, l'économie, largement entendue, et évidemment la politique. On a une sorte de chape qui a été installée au-dessus de l'audace. Donc il y a la bonne audace, celle qui dérange personne, et la mauvaise audace, celle qui pourrait faire bouger les choses. Or, dernière considération, nous sommes en France dans une société d'aversion au risque. Quand vous écoutez, et je ne personnaliserai pas, le bruit de fond du discours de nos responsables publics,
Le bruit de fond, finalement, quand vous parvenez à le capter, c'est l'idéal. L'idéal de l'idéal. Ça serait une société du risque zéro. Mais la société du risque zéro, c'est quand on est mort. Et donc, cet horizon assez déconcertant, somme toute, par son aversion à l'égard du risque, est finalement un très grand danger que l'on peut faire courir à notre pays. Il n'y a pas de vie sans risque. Il n'y a pas d'entreprise sans risque. Il n'y a pas de projet humain sans risque. Et on retombe sur la notion de calculer, évaluer, estimer ces risques. Et puis il y a un mot qui n'a pas été prononcé du tout depuis le début de notre conversation, c'est tout simplement le mot de responsabilité. En France, on aime bien avoir des droits, on aime bien dire qu'il faut ceci, il faut cela, mais le son, le mot, la notion même de responsabilité est une notion qu'on a tendance un peu à évincer, à écarter, et pourtant, c'est la même pièce, c'est la même médaille. L'audace, le risque, de l'autre côté, la responsabilité. Le couple ne peut exister que s'il est réuni. Sinon, il n'y a pas de possibilité de développement économique. Merci. Alors, je vais prendre 3 questions des étudiants et 3 questions de la salle, tout de suite, comme ça, avec cette première série. Eh bien, alors, essayez d'être divers et de vous adresser à tous, si vous voulez bien, qu'on n'ait pas toute la charge sur le seul ambassadeur du Japon, dont je plaisante. Mais... Alors, mademoiselle, levez-vous, présentez-vous, s'il vous plaît, et votre question. Alors, bonjour, je m'appelle Éline, je viens de l'ISIT. Et ma question, je rebondis sur ce que vous venez de dire, monsieur, mais ça rejoint aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure. L'audace, est-ce une valeur démocratique, en fait? Justement, la question de responsabilité, est-ce un devoir démocratique que d'être audacieux? Notamment, je pense au Japon, par exemple, à la suite du triple désastre. Faire preuve d'audace, est-ce en fait faire preuve de faire partie d'une communauté et de faire vraiment son devoir démocratique? Merci. Est-ce que c'est, je le reformule autrement, est-ce que c'est compatible avec la démocratie, par exemple? Mademoiselle, une autre question, l'une d'entre vous, allons-y. Allez-y. Ina Kang de l'ISIT également. On a beaucoup parlé de la notion de prise de risque associée à l'audace et de cette notion d'héroïsme également. Donc on sait que dans certains contextes, dans certains pays, exprimer son point de vue, faire d'audace, c'est mettre sa vie en danger. On peut penser à Malala Yousafzai récemment qui a été couronnée du prix Nobel de la paix pour son audace au Pakistan. Et donc finalement ma question ce serait quand est-ce qu'on récompense l'audace? Est-ce que c'est uniquement pour les intentions qui sont derrière, pour la nobilité de la cause, ou bien est-ce que c'est lorsqu'il y a des conséquences concrètes de cette audace? Comment on récompense l'audace? Avec les exemples que vous avez cités, merci. Troisième question, côté étudiant, monsieur, là, par exemple. Allez-y, ouais, s'il vous plaît. OK, Rhys Tyler de l'ISIT aussi. Donc, moi, en fait, c'est plutôt une question sur les générations. Donc, je voudrais parler d'un auteur américain. Dans le micro. Donc, un auteur américain assez audacieux, peut-être des fois aussi Bret Easton Ellis. Et il a écrit un essai assez court récemment sur le Generation Worse, en fait. Donc, il a parlé de notre génération. Donc, je parle de ma génération, en fait. Il a dit qu'on a vraiment peur de nous exprimer de nos jours. En fait, on a peur de nous exprimer, on a peur de nous lancer dans des débats. Et en fait, la synthèse de l'essai, il parle de notre génération et de la peur, en fait, de nous lancer, de nous exprimer avec nos opinions. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous observez ça? Est-ce qu'on est en train de voir cette tendance de notre génération, en fait, qui... Parce que la jeunesse aujourd'hui manquerait d'audace, quoi. Mais dans le monde entier, dans le monde industriel, pardon. Est-ce que moi? Ok. Alors, la salle, s'il vous plaît. Monsieur, premier rang, allez-y. Attendez, un micro d'abord, présentez-vous. Bonjour, Claude Thériault. Une question toute simple. Comment pourrait-on faire sauter le fameux principe de précaution? Super. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade dans la salle? J'essaye avec l'éclairage de... Mademoiselle, levez-vous, merci. Bonjour, Élodie Marteneau. Est-ce qu'on a vu que de l'audace, c'est quelque chose de plutôt intuitif, on ne calcule pas le risque. Est-ce qu'il y a de la place dans l'audace dans des relations internationales? Et est-ce qu'on a également de la place dans l'audace dans des relations de partenariat multiculturel en entreprise? Merci. Alors là, on en a pour 3 heures, donc... Ok.
questions. Audace, relations internationales. J'essaye de les noter pour ne pas les oublier. Et culture et entreprise. Une dernière, allez. Attendez, vous avez vu quelqu'un d'autre? Oui, là-bas, mademoiselle tout au fond, allez-y. Bonjour, Esther Delbourg, je suis doctorante en économie. Sur le principe de précaution, ce qui me dérange beaucoup dans la façon dont il a été abordé, c'est que dans cette salle, en France par exemple, on n'est pas tous liés par la même démarche vis-à-vis de l'audace. C'est-à-dire ce qui est audacieux, ne l'est perçu en tant que tel que par rapport à notre référentiel. Donc ce qu'on perçoit comme audacieux ici peut être vu comme crétin vu d'ailleurs. Et le principe de précaution n'est pas tout. Voilà, ici, il y a plein de gens qui peuvent entreprendre, qui sont audacieux, et ce n'est pas l'État, avec sa politique de précaution, qui nous interdit d'intervenir. Et sinon, on aurait déjà parlé de pays qui sont beaucoup plus libéraux que nous, et on aurait déjà dit qu'ils étaient beaucoup plus audacieux que nous. Donc je voudrais simplement qu'on revienne dessus, qu'on le modère. Et ce n'est pas l'État qui nous empêche chaque jour d'être audacieux. Je voudrais bien comprendre, vous voulez qu'on ne le jette pas comme ça, le bébé avec l'eau du bain, qu'on ne jette pas le principe de précaution trop vite Non, je vois simplement, voilà, l'audace est un mot que vous avez essayé de définir, qui est très compliqué. Simplement, ce n'est pas ce principe de précaution qui empêche chaque jour, chaque personne dans cette salle d'être audacieux dans toutes les façons dont nous l'avons déterminé ici. Je pense que c'est important de le rappeler. Merci. Alors, retour à nos interlocuteurs. Professeur, est-ce que c'est pas un peu court, nous dit cette jeune fille, c'est-à-dire que, non pas, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu court, jeune homme, mais en l'occurrence, après tout, qu'est-ce qui nous empêche d'être audacieux, même si c'est dans la Constitution, même si ce principe, c'est un symbole, ça réduit nos cultures, nos esprits, nos cerveaux, ou, pardon, bien dans le micro si vous voulez bien, pardon, mais... Oui, en fait, je pense que l'audacité est, en premier lieu, c'est la créativité. C'est ça ce qu'on demande, que ce soit dans le domaine des idées ou dans le domaine des inventions techniques, technologiques, etc. C'est-à-dire, on attend que quelqu'un sorte ou arrive avec une idée, la créativité, et puis ça peut s'étendre à tous les domaines. Dans une société où vous avez un président de la République qui dit il faut qu'on ait des risques zéro. Risque zéro. Vous condamnez cette société, à mon avis, et c'est la raison probablement pour laquelle les jeunes ne sont pas incités. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, une société a besoin d'un cadre qui accueille et qui encourage la créativité. Et cela dépend beaucoup sur le système éducatif. Et à mon avis, ça c'est mon avis, je ne suis pas français, mais je regarde de très près la France et j'aime beaucoup la France, mais n'empêche que le système éducatif est un blocage terrible pour la créativité. Qu'est-ce qui bloque dans notre système éducatif selon vous? Plusieurs choses. Je vais aller très très vite. Oui, mais quand même. Vous regardez par exemple le système qui choisit les meilleurs, je mets entre guillemets, le meilleur, ceux qui vont effectivement faire une grande carrière, etc. Tout repose sur essentiellement le savoir, c'est-à-dire, c'est quoi le savoir? Il y a un système qui est le concours en France. Moi, j'ai parlé à beaucoup d'étudiants qui préparaient leur concours, parce que comme j'étais prof ici, j'ai parlé à beaucoup d'étudiants qui préparent l'ENA, qui préparent Polytechnique, etc. Et c'est étonnant ce que j'ai pu entendre. Un étudiant qui dit à l'autre, arrête d'essayer de trouver des choses nouvelles. Il faut que tu craches exactement ce qu'on t'a appris pendant l'année. Et si tu ne fais pas ça, tu es mort. Mais ça, je l'ai entendu 1000 fois. Alors, quand vous pensez le carcan dans lequel vous vous trouvez, il est pratiquement impossible littéralement, de même essayer, parce qu'à ce moment-là, vous ne faites pas les exigences de concours, et très précis, hein, c'est-à-dire certaines références, une certaine culture, et évidemment apprendre beaucoup, mémoriser énormément de choses. Quand vous avez pris cette habitude, je vous assure, vous n'êtes pas prête à créer, parce que vous avez appris la création sera
pas bien accueillis, sinon sanctionnés. Pardon, mais comme quand même, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Une objection quand même, parce que j'entends beaucoup, on l'a entendu dans les débats que j'animais hier, ces objections faites au système des grandes écoles françaises, je ne vais pas me mettre à les défendre, mais des polytecniciens, il y en a de très nombreux qui sont pris par Columbia après avoir fait une polytechnique. La qualité du savoir qu'on exige d'eux, et moi je suis autodidacte, donc c'est facile à dire, mais elle est quand même testée et nécessaire aussi dans les grandes écoles américaines. Donc qu'est-ce qu'on teste là-bas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui est différent? Il ne faut pas caricaturer ce que je dis. Dans le domaine de la science, il y a quand même des critères très objectifs, disons, voilà. Dans le domaine des sciences. Vous ne pouvez pas tricher avec la mathématique ou avec quelles que soient les sciences. Et ça, c'est absolument le même critère. Les mêmes critères sont appliqués à travers le monde. Voilà. Donc ça, je vous accorde. Mais alors, qu'est-ce qui bloque alors? Où est le carcan? Mais je suis en train d'expliquer non seulement le système éducatif, je suis en train d'expliquer les contraintes pour les jeunes, comme ça vient d'être exprimé. Pourquoi ils n'ont pas la volonté de créer, d'aller en avance. Ils ont peur de l'échec parce qu'on a appris qu'il ne faut pas échouer, même pas une seule fois. Ils ont peur, effectivement, de ne pas être bien accueillis. Vous savez, ça vous socialise. Ça vous socialise quand vous faites plusieurs années comme ça et on vous apprend. Être un bon élève, il faut quand même redonner, savoir que vous connaissez les matières par cœur. Enfin, c'est à la fois figuratif et littéral. Là, quand je dis il faut connaître, oui, il faut maîtriser, etc. Mais cela ne vous donne pas. Je vous donne un exemple. Ça peut vous paraître un peu bizarre. Je disais tout à l'heure, je pense, Thierry Doré. Oui, juste avant, qu'il y avait un article, ou peut-être c'était sur Jean-Pierre Juillet, que vous connaissez tous. Et il expliquait quand ils étaient étudiants, lui, Michel Sapin et François Hollande. Et François Hollande, il se trouvait, était le chef de la bande. Alors, il l'est resté. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, exactement. Tout à fait, exactement. Il se voit comme ça c'est sûr. Et alors, il préparait un examen important à l'ENA. Ils se connaissaient bien avant, donc c'est pour ça que ça s'est formé en bande. Et à l'ENA aussi. Et donc, ils disent, merde, qu'est-ce qu'on va présenter comme sujet? Et Hollande leur dit, on va présenter la Somalie et l'Érythrée ou l'Éthiopie, etc. Eux répondent, mais tu es complètement fou. On n'y connaît rien. Il a dit, justement, personne n'y connaît rien. Et donc, voilà le kicker, voilà, et donc, on va avoir des bonnes notes. C'était une forme d'audace, finalement. En fait, non. C'est-à-dire, il a compris parfaitement le système. Le résultat, c'est qu'ils ont eu des bonnes notes. Et aujourd'hui, ils dirigent l'État à cause de ces bonnes notes. Alors, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit... Alors, pardonnez-moi, mais ça m'amène du coup tout de suite à rebondir sur une des questions qui est posée. Est-ce que l'audace est possible en démocratie? Vous qui êtes un professeur de sciences politiques, vous venez de nous faire une démonstration assez pertinente de... C'est tout à fait possible dans une démocratie. Je ne critiquais pas la démocratie tout à l'heure, en parlant de François Hollande et de ces conneries d'examen. Comment réussir et comment avoir des bons points. Non. La démocratie, effectivement, devrait libérer l'individu en lui donnant la chance de produire, de faire des erreurs. Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas fait d'erreur? Vous savez, Warren Buffett, toute sa vie, il n'a jamais oublié qu'il a été refusé admission à Columbia Business School. Alors, il a dit, évidemment, je ne donne pas un sou depuis 50 ans à Columbia. Je donne tout à Harvard. Parce qu'il a été sauvé par Harvard. À l'époque, c'était possible parce qu'il a écrit un mot. Il dit, bon, j'ai toujours admiré votre... etc. Il dit, je vous prends tout de suite. À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, vous voyez...
et tous ces gens ont connu une erreur après l'autre au départ. Vous ne voyez pas le cursus, vous voyez la fin, qui est la grande réussite. Donc, la démocratie est indispensable, à mon avis. Regardez la science ou la technologie de l'Union soviétique dans les derniers 30 ans de la vie de ce régime. C'était catastrophique. Regardez la littérature. Regardez. Non, la démocratie va de pair avec la créativité. Et ça... Et donc avec l'audace. Thierry Deray, l'ambassadeur du Japon, si vous voulez bien, sur la culture, sur les relations internationales aussi, mais peut-être le principe de précaution encore. Sur quoi vous voulez rebondir, Thierry? Moi, je vais simplement donner le mode d'emploi pour l'abrogation du principe de précaution de la Constitution de la République française, Constitution du 4 octobre 1958, voie référendaire ou réunion du Congrès, majorité des 3/5. Réunion du Congrès se tenant à Versailles, selon les dispositions de la Constitution. Ça, c'était la réponse technique. Ensuite, je voulais réagir. D'accord, mais c'est parfait, vous êtes devenu prof de Constitution. Oui, enfin, comment on va y arriver? C'est ça la question de monsieur, c'est comment on arrive à convaincre les Français de pousser leurs élus à cette décision. Ça, c'est le rôle des politiques. Je vais revenir sur la démocratie et l'audace. Je dirais un cran plus loin. La démocratie et l'audace sont nées en même temps. Et elles sont nées, évidemment, en Grèce. La Grèce, Athènes plus spécifiquement, est en guerre contre la Perse. Xerxès a envoyé ses nombreuses troupes armées. Et le seul espoir auquel se raccroche la population athénienne, c'est un oracle. Un oracle qui dit que l'envahisseur périra grâce aux murailles de bois. Et donc, les plus dociles, et peut-être les moins audacieux des Athéniens, commencent à construire des murailles de bois autour de leur ville. Et puis vient Thémistocle. Thémistocle qui est plus audacieux, mais qui est aussi convaincant, puisqu'il va expliquer aux Athéniens que les murailles de bois, ce ne sont pas des palissades de bois. Les murailles de bois, ce sont les bateaux. Et il dit aux Athéniens, vous devez construire des trières, et grâce à ces trières, vous allez emporter la guerre contre le Mède. C'est ça l'audace. L'audace naît d'une lecture, d'une interprétation des conditions de la réalité. L'audace, ce n'est pas, comme on le voit parfois un peu facilement maintenant, une forme d'intuition qui revêt une forme laïque ou divine. On a aujourd'hui une sorte d'admiration, d'émerveillement devant un principe dont le nom est tellement savant qu'il permet de faire un peu de cuisserie, c'est la sérendipité. Non. La sérendipité, c'est quoi? C'est trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas à l'occasion d'une autre recherche. Vous connaissez l'exemple de Pasteur, mais il y a multiples occurrences de cette situation. Aujourd'hui, par rapport à la recherche, on attend que la recherche trouve, mais on n'entend pas lui donner complètement les moyens de mener au terme, à bien, cette recherche. On trouve que c'est plutôt sympathique, finalement, quand elle trouve un peu par accident, un peu par accessoire. Et derrière le principe de précaution, et c'est pour ça que je suis un adversaire du principe de précaution, surtout installé à un étage comme celui de la Constitution, il y a tous ces ferments qui sont des ferments de découragement. Vous avez dit, madame, que le principe de précaution n'empêche pas de s'installer. Le reproche que je fais au principe de précaution, c'est de ne pas encourager à s'installer. C'est deux notions différentes. Et moi, je tiens à cette notion qu'il faut laisser, et c'est l'essence de la démocratie, l'audace avoir une certaine place dans notre société et donc dans notre civilisation. Vous êtes sur la même ligne, clairement, et vous le dites... Excellence, il y a un personnage qui me fascine, moi, qui est d'une culture très proche de la vôtre, qui est la Corée et pas le Japon, qui est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et qui, je dois dire, restera sûrement comme un grand secrétaire général, parce que cette façon assez audacieuse, malgré tout, malgré toutes les difficultés, d'essayer de faire progresser les négociations inter-États sur le climat, par exemple, et d'essayer quand même sortir quelque chose, malgré Varsovie, qui est un échec, malgré Copenhague, qui était un demi-échec, etc.,
Vous qui êtes au cœur de ces négociations, qui voyez agir les grands de ce monde aussi, en quoi est-ce que l'audace est possible en diplomatie? Alors que votre collègue à côté nous a bien fait comprendre qu'il fallait la langue de bois surtout. J'aimerais, avant de vous répondre sur cette question de l'audace et la diplomatie, dire quelques mots sur l'audace. Est-ce que c'est une valeur démocratique? Je pense que la réponse est oui, parce que l'audace, dans son sens positif, ne peut pas ne pas être accompagnée de respect d'individus, respect d'initiatives par les individus, et aussi la responsabilité. Et tout ça sont des valeurs démocratiques très importantes. Après le tsunami et les grands tremblements de terre, nous avons témoigné beaucoup d'audace par le peuple, par les habitants sinistrés. Il y avait beaucoup d'audace, mais toutes ces initiatives audacieuses ne pouvaient pas être constructives si il n'y avait pas un sens de responsabilité, s'il n'y avait pas dans une bonne direction. Si vous avez beaucoup de personnes qui prennent des initiatives, des actions audacieuses, mais dans n'importe quel sens, collectivement, ça ne peut pas servir à la société. Donc, il faut y avoir, pour que l'audace soit positive, un certain sens de responsabilité et de respect d'individus. L'audace, est-ce qu'elle est récompensée par les conséquences? Je pense que oui et non. L'audace peut être ou ne pas être accompagnée de conséquences. Je pense que ce qui est plus important, c'est la volonté d'être audacieux, de faire face aux obstacles, d'essayer de changer les choses, de faire face aux obstacles déraisonnables et partager cette volonté. Partage de volonté, je pense, c'est plus important que la conséquence. La conséquence peut être là ou ne pas être là, mais le plus important, c'est la volonté. Et bon, revenir à la question de l'audace et la diplomatie. L'audace, comment elle est montrée dans la diplomatie? D'abord, vous avez cité le cas de Ban Ki-moon. Évidemment, nous vivons actuellement dans un monde où moins qu'avant, on a tendance à oublier les initiatives multilatérales. On est plus national que multinational ces jours-ci. C'est-à-dire, bon, il y a des valeurs, il y a des intérêts communs qu'il faut poursuivre, tels que l'échauffement climatique, mais aussi il y a d'autres choses comme, par exemple, le commerce multilatéral. On a tendance à oublier, on a tendance à poursuivre plus dans le monde aujourd'hui des intérêts nationaux que disons, collectifs. Et là, Ban Ki-moon est là, et j'ai un grand respect pour cet homme qui est non seulement un grand dirigeant sur le plan international, mais il a une sensibilité qui fait qu'il prend soin, il pense à ses collaborateurs, à ses amis. Il n'est pas paresseux dans le sens de prendre contact au maximum. Ce qui est important, c'est de prendre contact, de communiquer, d'échanger les idées tout le temps. Vous pouvez être audacieuse, mais si votre audace n'est pas partagée par les gens avec qui vous travaillez, vous ne pouvez pas produire des résultats. Et sur ce plan, j'ai un grand respect pour les efforts déployés par Ban Ki-moon. Vous nous dites que l'audace en diplomatie, c'est notamment quand on a une bonne idée et de remettre en permanence le travail sur le métier, hein, sur l'outil. Il faut recommencer tout le temps. Excellence, la question sur la récompense, on ne peut pas l'évoquer avec un Norvégien, encore qu'on connaît déjà la réponse, c'est le Nobel. Vous l'avez inventé, la récompense de l'audace. C'est une question fermée, je reconnais. Oui. C'est oui. Et ben, non. C'était ça l'idée de départ des créateurs de cette démarche.
Oui, en fait, j'ai bien noté qu'en l'an 2000, lorsque le prix Nobel de la paix a été décerné à M. Kim Dae-jung, puisqu'on parlait de votre région, M. Suzuki, l'explication qui a été donnée, et là, évidemment, le comité du prix Nobel de la paix est totalement indépendant du gouvernement norvégien, mais je note qu'ils disent que le principe de base impératif du comité, c'est de dire que celui qui n'ose rien n'a rien. Une citation de la part du prix Nobel de la paix du comité. Donc il y a un élément de récompense, évidemment, mais si je pourrais essayer de prouver que je n'ai pas seulement la langue de bois. Dire au professeur Suleiman, vous avez dit oui, il faut faire attention aux dérives, il ne faut pas seulement apprendre par cœur, je suis d'accord, mais je crois qu'il est possible en France d'apprendre aussi avec le cœur. Et si on regarde ceux qui ont apporté le plus au débat économique et de société en Norvège ces derniers jours, c'est M. Thomas Piketty, c'est M. Jean Tirole, c'est Mme Esther Duflo, qui sont les produits du système éducatif français. Moi, je dois dire ça, parce que j'ai été éduqué en France d'ailleurs. Mais donc, ce n'est pas... évidemment, il faut faire attention à apprendre par cœur, mais je crois que le système éducatif français a tout le potentiel nécessaire pour assumer l'innovation. Mais alors, attendez, vous voulez nous dire qu'on est un petit peu dans l'autoflagellation et qu'on devrait davantage... parce qu'il y a quand même un constat qui est fait, qui est assez objectif, sur le blocage qu'aujourd'hui ça engendre dans notre société. On ne met pas assez en valeur des initiatives ou des qualités qui ne sont pas simplement issues des quelques grands corps d'élite. Oui, je crois qu'il y a une responsabilité qui doit être partagée par tous, c'est de répandre les bonnes nouvelles. S'il y a quelque chose de positif qui se passe, ou s'il y a une attitude constructive, il faut trouver des moyens de la récompenser. Et ne pas simplement critiquer ou déconstruire les intentions derrière. Parce que moi, j'ai été très frappé. Il y a un diplomate français que je respecte énormément, parmi beaucoup de diplomates français, c'est M. Jean-David Lévit. J'ai vu qu'il avait, lorsqu'il était à l'Élysée comme conseiller diplomatique, il avait un panneau derrière lui qui disait « Le possible a déjà été fait. Nous travaillons maintenant à l'invraisemblable. Et si vous nous demandez de faire l'impossible, il nous faut 48 heures de plus. » Et ces jours-ci, dans la politique internationale, je crois, lorsque nous parlons des enjeux climatiques, nous parlons de l'Irak, de la Syrie, de la situation de l'Ebola, etc., l'Ukraine, il y a un nombre énorme de défis qui demandent le multilatéral, mais aussi des approches au niveau local, et au niveau des associations et à tous les niveaux. Je crois que tout ça se résume à un constat, je crois, très humain et psychologique. Si je pourrais tenter de dire de façon très simple que l'expérience humaine, c'est souvent que ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles. C'est les premiers pas qui sont toujours les plus difficiles, dans tous les domaines de la vie, de la politique, de l'économie, de la science, etc. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qui avez dit, tous ceux qui ont dit, que s'il y a l'aversion du risque, si on n'accepte pas la possibilité de l'échec, évidemment, il y a l'immobilisme qui devient le résultat. Je crois que le problème, ce n'est pas tellement le principe de précaution. Le principe de précaution existe aussi en Norvège. Il est dans la Constitution aussi ? Pas dans la Constitution, mais presque. Il a été adopté par la Cour suprême comme étant un principe directeur de notre droit. Le problème, c'est lorsque le principe de précaution est exprimé comme étant le seul principe. Je dirais de la même façon que ce serait vraiment un problème si on identifiait l'audace comme la seule qualité qui assure le succès. Je crois que le problème, c'est évidemment, il faut focaliser sur certaines qualités, sur certains principes, mais l'excès d'un principe, par exemple, ou l'abus d'un principe, c'est classique. Donc il faut combiner l'audace avec quelque chose de plus. Je dirais, par exemple, le respect. Respect, qu'est-ce que c'est ? J'ai essayé de voir l'étymologie du mot, c'est respect, se voir en arrière. Le respect, se regarder en arrière et reconnaître s'il y a une tradition, s'il y a quelque chose qui existe. Donc comment faire le pont entre ce qui est l'effet de surprise, la curiosité, l'innovation, le risque, la possibilité de l'échec, et puis insérer ça avec le bagage qu'on a.
Ça, c'est un problème. Mais c'est ce qui est amusant, c'est ce qui aussi donne un peu un sens à la vie. Je crois que pour le principe de précaution, il faut ajouter au principe de précaution d'autres principes. Si vous voulez, je pourrais mentionner que je ne connais pas le droit du travail français, mais dans le code du travail norvégien, il y a 3000 pages. Un article. Non, Monsieur l'ambassadeur, 3000 pages. 3000 pages. Le code du travail français, 3000 pages. Ça y est, le chef d'entreprise qui se réveille. Je vous en enverrai un exemplaire. Et j'espère qu'on ne sera pas fâché après ça. Avec grand plaisir. Non, mais ce qui m'a frappé... Attendez avant. Allez-y, allez-y. Ce qui m'a frappé dans une disposition du Code du travail norvégien, c'est les obligations de l'employé, qui mentionne au deuxième alinéa l'obligation de participer au renouveau à l'innovation. Donc si l'employé ne participe pas, ne prend pas d'initiative, ne s'exprime pas, il se met en faute presque autant. Il y a la base pour avoir une conversation assez poussée avec l'employé en question. Donc ce n'est pas une question... je suis sûr qu'il y a un reflet de ce principe dans tous les codes de travail. Mais... Attendez, professeur Suleiman voudrait vous... Mais non, attendez Thierry. Non, ça c'est un coup bas. Ezra Suleiman. Juste quelques commentaires. Vous avez donné l'exemple de Piketty et de Tyrol, bien sûr. Alors, vous savez, on peut toujours trouver des exemples, mais ce sont des exemples qui prouvent la règle, c'est-à-dire les exceptions qui prouvent la règle. La plupart des grands économistes nés en France sont à l'étranger. Ça, c'est une fait. Sauf Tyrol, qui est à Toulouse. Oui, non, mais Tyrol est revenu. Mais ça, vous avez raison. Il est vraiment une exception. Il est revenu. Et Piketty. Et Piketty aurait pu rester aussi. Enfin, il voyage surtout pour vendre son livre. Mais bon, ça, c'est des choix. Et il y en a beaucoup qui voudraient revenir, parce que j'en connais pas mal. Et ils voudraient revenir. Vous avez mentionné Jean-David Levitt. Jean-David m'avait raconté, quand il était ambassadeur aux États-Unis, qu'il est allé en Californie et il a vu le grand scientifique Guillemin, qui avait gagné le prix Nobel. Et il lui a demandé, vous ne pensez pas revenir en France parce que vraiment on a besoin de vous, etc. Et il lui a dit, la réponse était, je voudrais absolument retourner en France, mais c'est impossible. Pourquoi? Ce n'était pas une question de salaire, c'était une question de moyens de travail. C'est-à-dire, il a dit, Dr. Salk m'a demandé ici, qu'est-ce que vous voulez comme labo, combien de mètres carrés, etc. Vous me dites, je vous donnerai plus. Il lui a donné tous les labos, parce que dans ces labos scientifiques, vous avez besoin de beaucoup de gens, évidemment, techniciens, etc. Donc, je pense que ce n'est pas, c'est-à-dire la France a une obligation de faire en sorte d'encourager les jeunes, même les étudiants de tous ces grands économistes, de rester en France et de produire et de former à leur tour des gens. Donc, je ne pense pas que ça, c'est la réponse. C'est-à-dire, vous apprenez, vous avez dit, vous avez employé une expression, oui, on apprend par cœur, mais on apprend avec le cœur. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais sauf qu'il y a des gens brillants qui travaillent en France, et voilà, vous avez donné quelques exemples. Mais dans le domaine scientifique, regardez le domaine de la mathématique. La France a toujours été produit des magnifiques mathématiques, des top au monde. Alors, est-ce que ces gens vont rester en France? C'est ça la question. On a besoin de leur créativité et on a besoin également aussi de l'audace, parce que ça va ensemble. Monsieur Fife, vous vouliez... Merci. Je ne suis pas en total désaccord avec vous, mais je ne suis pas tout à fait en accord avec vous non plus. Alors sur quoi? Sur quoi? Mais je voudrais revenir un instant à quels sont les impératifs pour le futur. Je crois que ces enceintes, comme l'illustre enceinte rencontre de la Sorbonne, si on analyse à fond une notion, l'audace, sans essayer de la combiner avec d'autres notions
qui vont avec, comme une sorte de couple qui peut assurer son succès au maximum, il y a un certain danger. Et je crois que nous avons beaucoup appris de nos amis de l'Asie, dans plusieurs cultures asiatiques, qui nous rappellent, par le biais du yin ou yang ou autre formule, la nécessité de voir les tensions entre les tendances opposées. Et ce que je trouve tout à fait essentiel pour ce débat, c'est en fait de promouvoir l'acceptation du risque, de promouvoir l'acceptation de l'échec. L'échec n'est pas la fin du monde. Nous avons, si on regarde l'histoire de la science, des arts, de la politique, l'économie, etc., cette histoire est parsemée d'échecs qui deviennent des succès. Attendez, parce que après, voilà. à ce stade, je comprends la dimension d'envolée conceptuelle que vous exigez les uns et les autres, mais je vais essayer d'être peut-être plus trivial, pardonnez-moi, au concret. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, au fond, que nous serions, si je reprends l'idée de M. Suzuki, prisonniers, nous, de la réussite de notre modèle de solidarité? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ce modèle de solidarité nous a amené à surprotéger tout le monde, c'est la grande idée en ce moment, et que cette idée-là fait qu'aujourd'hui, nous serions loin de l'audace? Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Vous nous défendriez ce modèle un peu européen, et vous direz... Je vous en prie. Non, je voudrais juste dire une chose à votre dernier commentaire. Vous dites que l'échec n'est pas la fin du monde. Je vous assure qu'en France, avec le système scolaire, c'est la fin du monde pour beaucoup de gens. Parce que quand vous avez un système qui vous impose, si vous ratez un examen à l'âge de 19 ans, vous n'aurez jamais certaines positions et c'est un échec fatal. Et là, je peux vous donner des centaines d'exemples dans d'autres pays où il y a non seulement une deuxième, mais une troisième chance, que vous pourrez recommencer vos études à l'âge de 35 ans et arriver où vous voulez arriver. C'est inimaginable en France. Et ça, c'est indéniable. C'est inimaginable. C'est-à-dire, vous avez une chance de concours et vous le ratez, out. Ça, je trouve très brutal. Je laisse se poursuivre cette conversation un peu, et puis Thierry Deray... Je serai très bref, je suis tout à fait d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit là. Mais je voudrais simplement ajouter que si ce sont les premiers pas qui sont les plus difficiles, et que faire pour en fait affronter ces obstacles psychologiques ou culturels ou politiques, etc. Je crois que pour répondre à votre question, Thierry, un des dangers, c'est si on a accompli un succès, ça peut créer une zone de confort. Et le risque, c'est en fait de sortir de sa zone de confort, de pouvoir accepter la possibilité de recommencer à zéro, plus ou moins, ou d'affronter certains dangers. Je crois donc qu'il faut ajouter à l'audace la confiance. Ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui se rétrécit, une petite planète qui a des enjeux climatiques énormes, etc. Regardez le monde des finances. S'il n'y a pas la confiance, s'il n'y a pas la foi, en fait, dans le crédit, dans le paiement des dettes, tout s'arrête. Et ceci, c'est la même chose. La confiance, c'est en fait le moteur de la démocratie. Et la confiance, c'est cela qui peut donner à un élève l'idée que, bon, je peux essayer d'être créatif, on va me tomber dessus avec une massue, etc. Mais là, vous êtes d'accord, parce que c'est ce que dit le professeur Suleiman. Il dit finalement, on ne donne pas confiance à ceux qui chutent une fois. Oui, mais je ne crois pas qu'on crée la confiance en flagellant le système, en disant qu'il y a des problèmes structurels de base avec ce système. Il faut le réformer. Ça, je crois que c'est le cas dans tous les États, tous les systèmes. Ça, c'est le côté positif systématique des gens du Nord. Ça, oui, non, mais chaque système a des atouts, normalement. J'imagine qu'il y a quelques exceptions, mais si on détruit les atouts, on ne gagne pas nécessairement ce qu'on essaye de remédier.
il faut essayer de faire les deux choses en même temps. C'est pour ça que je posais la question, Thierry Deray, de savoir si derrière ce débat, il ne se profilait pas ce côté, enfin ce débat qu'il y a actuellement entre nous serions, nous, Européens et Français en particulier, enfermés dans notre système de solidarité et des charges de règles absolues, de process, et donc morts parce que plus d'audace. Ça, c'est la critique qui est faite souvent, je vous en prie. Bon, c'est peut-être ça, ce débat qu'il y a. À l'inverse, l'ambassadeur de Norvège nous dit, attention, il y a des aspects, des atouts aussi dans notre système ici qu'il faut savoir défendre. Un de mes amis intervenait dans un colloque, c'était il y a un bon nombre d'années, et il avait indiqué que lorsque l'on mentionnait la locution « système de protection sociale français », il fallait toujours ajouter « à laquelle auquel les Français sont tellement attachés ». L'information est distillée comme ça dans l'auditoire. Quelques minutes plus tard arrive le ministre de la Santé de l'époque, Madame Simone Veil, et Madame Simone Veil commence son propos en disant « En ce qui concerne la sécurité sociale, à laquelle les Français sont tellement attachés », il y a eu un mouvement de rire qu'il a fallu ensuite expliquer à Simone Veil du fait de l'intervention précédente. Oui, monsieur, mais on est dans le domaine des vœux, dans ce que vous dites. On est dans le domaine de l'incantation, on est dans le domaine de l'espérance. Ah bon ? La France a un mal extrêmement caractérisé à se réformer. Et il y a un aspect paradoxal à cette difficulté à se réformer. C'est que dans la plupart des discussions internationales, pas forcément diplomatiques, beaucoup plus techniques, par exemple sur les standards de solvabilité, par exemple sur les règles bancaires, Bâle III, etc. La France arrive, en général, avec une position qui est une position à vocation universaliste. On a un problème à régler. Le problème à régler, c'est au niveau d'une zone mondiale, par exemple l'Europe, mais ça peut être aussi planétaire. Mais restons sur une zone, l'Europe. Il y a un sujet, par exemple, la liquidité de certains établissements financiers. Bon, nos amis allemands arrivent, après avoir pris l'avis des établissements allemands, les Anglais pareil, etc. Tout le monde, sauf la République française, qui, suite à la formule de Danton, on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers, a toujours des solutions à caractère universel. En conséquence de quoi, les intérêts qui sont les intérêts de chacun des États passent assez facilement dans une soupe qui a vocation universelle, et généralement, les établissements français ne ressortent pas particulièrement avantagés. Un exemple concret. Solva 2 va s'appliquer en France à partir de 2016. C'est un standard sur la solvabilité des compagnies d'assurance. Très bien. C'est un standard européen. Sauf que ce standard européen peut poser des problèmes à certaines compagnies d'assurance, notamment en assurance vie, en Allemagne. L'Allemagne, avec beaucoup de constance, a réagi et a estimé que si cette disposition pouvait mettre à bas des compagnies d'assurance vie allemandes, elle était inacceptable. Que s'est-il passé ? Eh bien, l'Allemagne a demandé, et quand l'Allemagne demande, elle obtient, surtout en ce moment, l'Allemagne a obtenu un délai pour la mise en œuvre de ces nouveaux standards. Ce délai, il est de 16 ans. 16 ans, c'est-à-dire 2 rotations du portefeuille des actifs des compagnies d'assurance vie. Et voyez-vous, on était très contents, nous les Français. On a imposé des standards qui sont des standards universels. Simplement, le principal de nos partenaires économiques, le principal de nos partenaires politiques, choisira ou non de les appliquer. Mais c'est quoi la morale de l'histoire, là ? Mais la morale de l'histoire, c'est que la France a énormément de mal, dans des positions qui sont des positions internationales, je faisais référence aux négociations sur la solvabilité, à se défaire de son côté meilleur élève de la classe. Ça rejoint ce que vous disiez, M. Suleiman. C'est exactement, on est des bêtes à concours. Ouais. Donc on nous a dit, il faut être premier. François Hollande, il voulait être premier. Jouyet, il voulait être premier, etc., etc. Tout le monde veut être premier. Donc ces bêtes à concours, quand on les lâche après dans les instances de négociation, ils veulent être premiers. Et donc il faut qu'il y ait une solution.
Non, et le vrai problème là, c'est que vous et après, ce sont les entreprises qui se débrouillent pour aménager ce que les premiers de la classe ont trouvé. Oui. Et le problème avec ça, absolument, c'est que si vous n'arrivez pas au premier coup d'être un des premiers, ce qui est très peu de faire, évidemment, vous êtes complètement écarté. Et ça, c'est totalement inacceptable dans une démocratie. Alors, est-ce que vous vous retrouvez, Excellence, dans ce débat un peu? Parce que la question de la solidarité, la question de l'initiative, parfois on voit les Japonais ici, comme la culture japonaise, comme une culture qui tout de même organise la société de telle façon qu'on soit respectueux et peut-être plus prude que nous. Et pourtant, vous cherchez aujourd'hui, vous dites... l'affaire de Fukushima nous aide à être à nouveau plus audacieux. Vous cherchez aujourd'hui à retrouver l'audace. Comment vous suivez, vous réagissez à ce débat un peu entre l'Ouest libéral, caricature, hein, et puis le vieux continent plus protecteur? Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence entre l'Est et l'Ouest, mais le débat entre l'audace et l'acceptance de l'échec est un point très intéressant et disons, très valable au Japon aussi. Le professeur Suleiman a décrit le système d'éducation en France. Y compris le Japon, beaucoup de pays en Asie, avec nos systèmes d'éducation, ont un point commun, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas l'échec dans les écoles. Une fois que vous avez échoué, c'est la fin. Et ça ajoute une énorme pression à nos enfants dans les pays asiatiques, y compris le Japon. Donc là, il faut... Nous ne sommes pas les seuls. Non, je dis que vous n'êtes pas les seuls et il faut le transformer. Ce qu'on a appris, par exemple, avec l'accident de Fukushima, on a pensé qu'on a créé un système infaillible. Donc, comme notre système était basé sur le principe non-échec, et il était exclu de penser à une possibilité d'échec. Ouais. Mais pour des raisons très, disons, bêtes, je dirais, parce que la structure principale de la centrale a résisté au choc, mais ce sont des petits points assez bêtes dans le système qui a causé l'accident. La catastrophe, ouais. Oui, et donc c'est ce qu'on a appris. Et avec cela, c'est d'apprendre de l'échec. Peut-être il fallait un choc pareil pour la société japonaise, d'apprendre la valeur d'accepter l'échec et la valeur de demander, même si on a pensé qu'on a bâti un système infaillible, il peut échouer. Et l'audace, c'est de demander cette question constamment, que rien n'est parfait. Je suis très très content que l'ambassadeur Suzuki a souligné en fait la ressemblance dans le système éducatif de la France et de certains pays de l'Asie. Et ça me rappelle un premier ministre asiatique, de Malaisie d'ailleurs, qui a dit « Nous avons tous le même système d'éducation, plus ou moins, dans nos pays, dans la région, et nous formons des excellents ingénieurs, mais nous n'aurons jamais un prix Nobel et nous n'avons jamais eu un prix Nobel. C'est-à-dire, c'est ce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quel genre de formation voulez-vous avoir pour laisser libérer la créativité qui va de pair, à mon avis, avec l'audacité? Merci. Bon, j'ai plutôt l'habitude de donner plus souvent la parole, je le reconnais, à la salle. Et cette fois-ci, en même temps, compte tenu de l'échange qui a eu lieu, etc., voilà, c'est pas de l'audace, hein, c'était juste pour le souhait de laisser, parce que ce sont eux d'abord que je voulais laisser parler, nos invités. On est arrivé au bout de cet entretien, il est 16h malheureusement, il y a des règles, il y a un autre débat ensuite, il faut respecter la technique et puis vos successeurs ici dans cette salle. Je voudrais que, s'il vous plaît, vous m'aidiez à remercier par vos applaudissements nos invités.
Merci de votre confiance, merci à tous et à bientôt pour la Cité.